Séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue ce mardi 2 avril 2024 à 19h30 au deuxième étage du Centre Olivier Le Tardy, à laquelle sont présents Mesdames les conseillères Christine Plot et Guylaine Lefrançois, et Messieurs les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau, Maxime Roberge et Alexandre Richard, sous la présidence du maire M. Gino Pouliot. Sont également présentes la directrice générale, Mme Magali Lavigne, ainsi que moi-même, Mme Karine Ovington-Gressière, et on a aussi Mme Nicole Leroy, l'éditrice. Les membres présents à l'ouverture from quorum et la séance ordinaire du 2 avril 2024 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h30. Merci beaucoup. Donc, je souhaitais la bienvenue à tout le monde à la séance de ce soir. Et je vais saluer également les gens qui sont présents là, par le Zoom, qui nous accompagnent via la vidéoconférence. Et je salue également les gens qui vont écouter la séance du Conseil via la télé d'ici. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, considérant que l'ordre du jour respecte les règlements là, en vigueur là, pour nos séances municipales et considérant que le Conseil municipal en a pris connaissance et qu'il renonce à sa lecture, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose, M. le maire. Donc, Mme Guylaine Lefrançois propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 avril 2024 tel que déposé. Ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer au 4.1, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2024. Donc, considérant que les membres du conseil municipal ont pris individuellement connaissance du procès-verbal et qu'ils renoncent à la lecture du dit procès-verbal, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je vais proposer. M. Alexandre Richard propose donc que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2024 soit adopté tel que présenté. Ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous allons procéder à l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 mars 2024. Donc, considérant que les membres du conseil municipal en ont pris connaissance individuellement et qu'ils renoncent à sa lecture, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose. Donc, Mme Guylaine Lefrançois propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mars 2024 soit adopté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 5.1 qui est les comptes généraux au 31 mars 2024. Donc, je vais vous identifier, comme à l'habitude, tous les montants qui ont dépassé 5 000 $. Donc, les codes-parts de la MRC de la Côte-de-Beaupré, c'est un premier versement là, sur deux, donc est de 166 571 et 85 sous. Nous avons aussi la régie Inter-Arena de la Côte-de-Beaupré, donc qui est de 17 618 $. C'est un versement sur 3. Après ça, nous avons la régie de l'assainissement des eaux usées avec Bois-Châtel, Ange-Gardien et Château-Richer. Donc, on en a pour 92 374 et 75. C'est le premier versement sur 4. La MRC de la Côte-de-Beaupré, pour l'incinérateur pour le mois de janvier 2024, on en a pour 13 692 et 48 sous. Après ça, la Fédération québécoise des municipalités, donc honoraires professionnels, les différents projets des travaux là, qui vont être effectués au printemps. Donc, les analyses nous ont coûté 29 310 $ et 81 sous. Nous avons acheté aussi du sel et à glace, donc pour 8 487 et 32. Nous avons besoin également de lampes pour usine, donc de 4 833 et 18. La collecte des ordures pour le mois de février, c'est 31 767 et 93 sous. Après ça, on a eu du soutien informatique là, avec des achats et tout ça. Donc, les programmes, on en a pour 25 741 et 93 sous. Du diesel, 6 168 et 49 sous. Nous avons également de la pierre concassée pour 4 332 et 03. Après ça, location de camions et location de pelles pour un bris d'aqueduc, on en a pour 4 604 et 75 sous. Après ça, on a eu du soutien pour le maintien de l'équité salariale. C'est une étude qu'on doit faire là, à l'interne. C'est prévu dans la loi, donc on n'a pas le choix de le faire aux 5 ans. Donc, on a des coûts là, avec Michel Larouche, consultant, pour 6 136 et 80 sous. Après ça, on a eu des frais honoraires pour Englobe pour la réfection des rues. Donc, il y a eu de l'expertise qui a été faite à ce niveau-là pour 29 197 et 10 sous. L'Agence du revenu du Canada, 37 033 98, Ministère du revenu, 87 212 et 89, le compte de l'hydro pour le mois, 21 225 et 38.
Après ça, l'assurance collective de 7 959,98. Donc, on en a pour un sous-total de 649 059,78 sous. Et pour les salaires, ça représente 188 093,70 sous pour un total de 837 153,44 sous. Donc, considérant que le Conseil mutuel prend en considération la liste des comptes à payer en date du 31 mars et qui s'était faite en vertu de la loi qui est prévue au niveau de la Cité des villes. Et on a indiqué dans le rapport toutes les dépenses. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur ou d'une proposeuse. Je propose. Donc, Mme Guylaine François propose d'approuver la liste des comptes à payer totalisant la somme de 837 153,44 sous pour la période qui se termine au 31 mars 2024, incluant les salaires, et d'autoriser le paiement des comptes dus et de reconnaître que cette liste fait foi des rapports là, sur les autorisations des dépenses et d'autoriser le maire et la trésorière à signer tous les documents afférents. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 5.2, je vais passer la parole à M. Richard. Oui, donc c'est le renouvellement du contrat d'assurance de la Société des pompiers volontaires pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Considérant que le contrat d'assurance collective là, pour l'Association des pompiers volontaires là, venait à échéance le 31 mars 2024. Et concernant la proposition de renouvellement soumise par Beneva, assurance collective qui représente l'Association des pompiers volontaires, portant numéro 1LS05. Et concernant la recommandation favorable de la conseillère en régime d'assurance collective, Mme Stéphanie Bellil, pour AGA Assurance Collective. En conséquence, je propose de renouveler le contrat d'assurance collective de l'Association des pompiers volontaires avec Beneva pour la période débutant le 1er avril 2024 jusqu'au 31 mars 2025 et d'autoriser la directrice générale, Mme Magali Lavigne, à signer pour et au nom de la Ville de Château-Richer les documents afférents. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à Mme Nicole Roy pour le dépôt du rapport financier fait par la vérificatrice externe. Et c'est pour l'exercice qui se termine au 31 décembre 2023. De façon exceptionnelle, cette année, Mme Roy est avec nous, donc on est content qu'elle soit là. Ça va faire un autre type de présentation là, pour le rapport. Mme Roy. Donc, bonsoir tout le monde. Dans le fond, Nicole Roy du bureau comptable Gariby Gravel Larouche-Blouin. Je suis l'auditrice de la ville depuis quand même quelques années, mais exceptionnellement, ce soir, je suis venue vous présenter un peu ce qui se passe dans les livres comptables de la ville. Donc, on peut faire le tour sommairement. On va commencer avec les revenus pour l'année 2023. Dans le fond, on regarde la colonne numéro 3, qui sont les réalisations de 2023 pour l'administration municipale. Les autres colonnes, il y a le 2022 qui est le comparatif. La deuxième colonne, le budget pour 2023, ça nous donne un peu une idée à voir si ça se rapporte pas mal au budget. Et finalement, la dernière colonne qui est le total consolidé parce que les états financiers finalement de la ville sont consolidés avec la régie des eaux usées et aussi la régie de l'ARENA en proportion de la part de la ville dans les états financiers. Donc, si on commence avec les revenus, en 2023, on a eu 382 000 environ de revenus de plus par rapport à 2022, soit 5 %. On a des revenus de fonctionnement de taxes, 6 979 023. Compensation tenant lieu de taxes, 61 946. Des revenus de transfert, 299 916. Des services rendus, 297 498. Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placement de portefeuille, 302 244. Et autres revenus, 189 929. Ça nous donne des revenus de fonctionnement de 8 130 556. Là-dedans, cette année, il y a eu des taxes qui ont quand même beaucoup augmenté. C'est sûr qu'il y avait eu des très minimes hausses à travers les dernières années. En 2023, il y a eu une hausse un peu plus importante de ce côté-là. Du côté des transferts, ça a diminué un petit peu. Il y avait un transfert non récurrent pour le projet d'embellissement du boulevard Sainte-Anne. Sinon, les transferts sont plutôt en activité d'investissement et non pas en fonctionnement cette année. C'est pourquoi ça a baissé un petit peu. Du côté des services rendus, ça a diminué parce qu'il y a eu une contribution d'un promoteur d'environ 85 000 qui est non récurrent. Par contre, pour ce qui est des raccordements d'égouts, l'éco-centre, les loisirs, ça a tout augmenté cette année. Majoritairement les loisirs à cause des reprises d'activités post-COVID au centre communautaire et aussi une hausse des inscriptions au terrain de jeu.
Pour ce qui est de l'imposition de droits et tout ça, dans le fond, il y a eu une baisse des droits de mutation de 106 000 cette année. C'est sûr que ça, c'est assez commun à toutes les municipalités que j'audite cette année. Le boom immobilier qui a eu lieu dans les 2-3 dernières années a été beaucoup moins fort cette année. C'est normal que ça l'arrête un jour. Mais ultimement, il y avait 175 000 qui étaient prévus au budget, mais il y a eu 222 000 en vrai en 2023. Fait que oui, il y a eu une baisse, mais c'est encore supérieur à ce qui avait été prévu. Aussi, du côté des intérêts, il y a une hausse de 18 000, majoritairement en raison de la hausse des taux d'intérêt et aussi, vu qu'il y a eu plus de taxes à recevoir, il y a certains dossiers qui ont généré plus d'intérêts et de pénalités à recevoir. Et finalement, dans les autres revenus, il y a une baisse d'environ 44 000. C'est majoritairement en raison des carrières et sablières. Il y a 29 000 de moins que l'an dernier, là, parce qu'il n'y avait pas un montant supplémentaire de disponible. Si on va à la page suivante, ça serait le taux des dépenses. Dans le fond, on a juste la bonne colonne, ok, parfait. Fait qu'on a des dépenses d'administration générale, 1 262 226. En administration, il y a eu quand même une certaine hausse, surtout pour les salaires. C'est sûr que là, avec la rétro qui vient d'être signée, moi, dans le fond, j'ai pas eu le choix. Il fallait que je mette la dépense relativement au salaire de 2023 lié à la rétro dans les états financiers de cette année. Fait que c'est sûr que la rétro a quand même un impact assez important, on va le voir aussi un peu plus tard sur les états financiers de l'année. Aussi dans l'administration, c'est sûr qu'il y a eu le changement de direction qui a eu un impact à la hausse dans les dépenses de salaire et ainsi qu'il y a eu une ressource supplémentaire une partie de l'année. Aussi dans l'administration, on a l'évaluation qui est une quote-part de la MRC qui est facturée, une hausse de 14 000 $ environ cette année. Et dans les autres dépenses d'administration, un petit peu 4 000 de plus pour l'entretien ménager, 7 000 de plus en frais de poste et administration et 30 000 de plus en honoraires juridiques. Ensuite, les dépenses sécurité publique, 659 558 pour la police. Ça, il y a une hausse de 45 000 cette année pour la police. Ça, c'est une quote-part dont vous n'avez pas de pouvoir dessus. C'est la SQ qui vous impose les montants. Ensuite, 347 205 pour la sécurité incendie. De ce côté-là, il y a eu une hausse d'environ 60 000, 18 000 en salaire, 5 000 de plus services rendus par d'autres villes et 40 000 par rapport aux ententes avec Bois-Châtel pour le préventionniste et le camion-citerne. Ensuite, dans les autres, 12 464. Transport, réseau routier, 1 782 159. Ça inclut la voirie ainsi que le déneigement. La voirie, il y a eu quand même une baisse cette année de 52 000. Il y a eu des salaires de 37 000 de moins. Majoritairement, il y a eu moins de projets qui ont été faits à l'interne et 25 000 d'essence. Le déneigement, quant à lui, c'est environ 3 000 de moins. C'est assez stable par rapport à l'année passée. Ensuite, transport collectif, 32 500. Ça, c'est la quote-part de la ville pour le plus mobile. Et autres, 20 000 $, c'est un montant qui a été remis pour la piste cyclable suite à une entente avec la MRC et Développement Côte-de-Beaupré. Ensuite, hygiène du milieu, 780 259. Tout ce qui est l'eau, c'est assez semblable. Il y a eu moins d'entretien dans le réseau, mais plus d'entretien à l'usine. Fait que, ensemble, ça revient relativement pareil. Ensuite, 16 000 de plus pour la quote-part de la Régie des eaux usées. Ce qui a eu une différence, surtout dans l'hygiène, c'est les matières résiduelles. 684 095. On parle de 197 000 de plus cette année pour les ordures. C'est sûr qu'il y a eu un changement de fournisseur en 2023. Au début de 2023, le contrat était terminé. Ça a été difficile d'avoir des soumissionnaires. Puis quand ils en ont eu, c'est sûr que ça a été plus élevé. Comme un peu partout cette année, là, c'est difficile d'avoir des nouveaux soumissionnaires finalement. Ensuite, santé et bien-être, 9 334. Ça, c'est la quote-part dans l'OMH.
Aménagement, urbanisme et développement. Là-dedans, il y a l'aménagement, urbanisme, zonage, 162 204. Promotion et développement économique, 68 271. Et autres, 39 201. Pour les 3 postes, il y a environ 15 000 de plus cette année, majoritairement reliés au salaire et aussi au code-part de la MRC. Loisirs et culture, 798 252. Là, c'est sûr que ça se divise en plusieurs choses. On a le centre communautaire qui a environ 56 000 de plus, mais tout à l'heure, on a vu qu'il y avait plus d'activités de ce côté-là, fait que c'est normal qu'il y ait une hausse des dépenses. 20 000 de plus en piscine et sauveteur. 54 000 de plus parc et terrain de jeu. Ce qui est logique aussi parce qu'il y a eu beaucoup plus d'inscriptions, la reprise des sorties, il y avait plus d'activités à l'extérieur que l'année passée. Finalement, les frais de financement, 577 422. Là-dedans, c'est sûr qu'il y a plus de frais de financement cette année parce qu'il y a eu 2 refinancements à des taux beaucoup plus élevés que ça, c'est comme les particuliers. Les taux ont augmenté beaucoup dans la dernière année. Puis aussi, là-dedans, il y a des intérêts temporaires sur des projets en attendant le financement. Et donc, ça nous donne un total des dépenses de 7 235 150, plus l'amortissement de 1 160 270, donc des dépenses totales de 8 395 420. Donc, à la page suivante, on vient comme reprendre un peu toutes ces informations-là à la colonne numéro 3. Dans le fond, on a nos revenus de fonctionnement de 8 130 556, nos revenus d'investissement 184 096. Ça fait notre total de revenus de 8 314 652. Nos charges qu'on vient de voir de 8 395 420. Ça nous donne un déficit avant ajustement finalement de 80 768. À ça, on vient enlever finalement nos revenus d'investissement vu qu'ils sont traités ailleurs. Les activités d'investissement, c'est les immobilisations, puis comment ils sont financés, c'est traité autrement. Donc, ça nous donne un déficit avant les ajustements fiscaux de 264 864. À ça, on vient ajuster nos éléments. L'amortissement des immobilisations, c'est pas une dépense taxable, c'est juste une dépense comptable. On vient l'enlever de 1 160 000. Ensuite, on ajoute à nos dépenses, finalement, le remboursement de la dette à long terme en capital de 1 16 431. Dans le fond, il y avait 1 250 728 de versement en capital, moins 234 297 de subventions qui payent finalement le versement en capital. Ensuite, on a des affectations aux activités d'investissement. Dans le fond, ça, c'est les immobilisations qui sont payées par le budget courant de l'année pour 86 687. On parle de matériel informatique, de clôture, le solde pour les travaux de l'hôtel de ville, l'équipement incendie, puis le solde de l'espace culturel Richard Véro. Et finalement, on a des affectations. Là, on parle d'excédent, déficit accumulé. Ça regroupe plusieurs choses. Ça regroupe ici l'appropriation de solde disponible au règlement d'emprunt fermé de 285 000. Une affectation de 10 000 à la réserve obligatoire depuis 2 ans pour les élections. 110 000 qui représente le paiement du fonds de roulement de l'année. Et finalement, une affectation supplémentaire de 54 893 $ qui a servi à couvrir les rétros salariales. Quand je parlais tantôt, c'est sûr que ça a eu un impact qui a dû être pris en compte finalement sur les états financiers 2023. Ça se chiffre à ce montant-là, pratiquement 55 000 $ finalement pour l'année, l'impact sur 2023 de la rétro des salaires. Oui, c'est ça, relativement à la signature de la convention collective là, qui s'est faite en février 2024. Donc, cela, en additionnant tout ça, ça nous donne le chiffre à la fin de 12 322 qui est le surplus de l'année de la ville. Finalement, pour faire un petit tour du bilan, à la colonne numéro 2, cette fois-ci, on a le bilan de l'administration municipale, on a les actifs financiers, trésorerie, équivalent de trésorerie, c'est l'équivalent du compte de banque pour les placements temporaires, 758 765. Les débiteurs, 4 770 602.
Là-dedans, il y a les taxes à recevoir des contribuables ainsi que beaucoup de subventions à recevoir. Il y a environ 3 639 000 de subventions à recevoir au 31 décembre pour payer finalement les dettes à long terme. Donc, dans nos actifs financiers, on a 5 529 367. Nos passifs, donc on a de la dette à long terme, 11 926 096. On a un financement d'environ 2 millions cette année et des remboursements de dettes pour la différence. Puis on avait un contrat de location-acquisition de 362 000 aussi pour du matériel roulant. Dans les autres passifs, à 2 88 861, là-dedans, il y a les emprunts temporaires. Et au 31 décembre, il reste environ 1,4 million. Ça a diminué d'1,9 million. C'est le montant qui a été financé finalement à long terme dans la section précédente. Il y a des créditeurs pour environ 651 000. Là-dedans, ça inclut l'intérêt couru sur la dette à long terme, les salaires à payer, les fournisseurs courants finalement du mois. C'est sûr que là, c'est un peu plus élevé que les années précédentes en raison des rétros salariales à payer. Finalement, aussi, il y a les revenus reportés de 47 000 qui sont aussi dans les autres passifs. Donc, on a un total de 14 957 de passifs. Donc, une dette nette de 8 485 590. Ensuite, on a des actifs non financiers, des immobilisations corporelles, 25 358 715. Ça, c'est toutes les immobilisations, bâtiments, équipements, infrastructures que possède la ville. Aussi, on a des autres actifs non financiers. Là-dedans, c'est les stocks et les frais d'escompte reportés. Dans environ 59 000 de stocks, c'est surtout des choses pour le déneigement, le sable, sel, ces choses-là, et aussi des pièces finalement pour faire les réparations quand il y a des travaux à faire et de la signalisation. Et finalement, non, c'est ça. Fait que ça nous donne au total 25 485 443. La dernière section, l'excédent déficit accumulé, c'est toutes les sections finalement qui constituent l'avoir de la ville. On a un excédent de fonctionnement non affecté de 251 864. Ça, c'est le surplus qui est libre au 31 décembre. Ça inclut le surplus de l'année. Ensuite, on a des réserves financières et fonds réservés de 1 218 846. Là-dedans, on a 650 000 environ de fonds de roulement qui est disponible, 20 000 pour la réserve électorale et 548 000 de soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé. Ensuite, financement des projets en cours. On a 529 357 à financer. Mais je pense qu'il y en a une grosse partie qui a été financée en janvier 2024. Et finalement, l'investissement net dans les immobilisations et autres actifs de 16 117 700 pour un excédent total finalement de 16 999 853. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de chiffres, mais en tout cas, j'espère que j'ai rendu ça un petit peu plus clair. C'est une belle présentation. Merci beaucoup. Donc, ça met fin à cette présentation-là. Donc, le dépôt étant fait, on va vous garder avec nous jusqu'à la première période de questions. Des fois, s'il y avait des questions sur vos explications, ça ne vous dérange pas? Pas de problème. OK. Maintenant, nous allons passer au point 6, qui est le suivi des dossiers et points d'information. Je vais passer la parole à Mme Plot. Oui, merci. Donc, bonsoir. Je commence la période de suivi de dossier avec les activités à venir. Donc, premièrement, sachez qu'il y aura le bazar familial ce dimanche, soit le 7 avril, entre 9h et 15h. Vous allez y trouver environ une cinquantaine de tables avec divers objets. C'est une activité qui revient à chaque année, qui est hyper appréciée par la communauté. Puis, c'est des citoyens qui organisent cette activité, donc je vous invite à y aller. Ensuite, il y a la conférence Expédition Encore 2021 qui va avoir lieu jeudi le 11 avril à 19h à l'espace culturel Richard Verreault. Cette conférence-là, vous allez avoir la chance d'assister au récit incroyable de la traversée du Canada du nord au sud de 2 explorateurs. Puis, en tout cas, moi, j'aimerais ça aller la voir, mais c'est dédié, en fait, pour les ados, les adultes et les aînés.
Il y a 2 autres conférences qui vont avoir lieu à notre espace culturel pendant le mois d'avril. Donc, il va y avoir Si on ralentissait, qui est une conférence pour les adultes et les aînés. Ça va avoir lieu le mardi 23 avril à 19h. Puis la deuxième conférence, la troisième activité qui va avoir lieu au centre, à notre espace culturel, c'est Insectarium ambulant, qui est une conférence pour tous samedi le 27 avril à 13h. Pour conclure ma participation à ce suivi de dossier, la date d'ouverture des inscriptions pour le camp de jour arrive à grands pas. Donc, ceux qui ont à inscrire leurs enfants, sachez que c'est à partir du mercredi 10 avril, 8h, qu'il y aura l'ouverture de la période d'inscription. Les inscriptions vont se faire sur la plateforme Kidigo comme à l'habitude. Puis pour les non-résidents, ceux-ci vont pouvoir s'inscrire à compter du 13 mai. Bien, merci beaucoup. Pour ma part, je vais vous parler du trafic sur la rue et le secteur Le Petit Pré. Donc, on a eu des gens qui nous ont demandé de regarder la situation et on a vérifié toute la signalisation et les panneaux là, qui concernent le trafic lourd de camions là, dans le secteur du Petit Pré, là, qui va même par l'avenue Royale jusqu'à l'Ange Gardien. Donc, les panneaux de signalisation sont vraiment tous en place. On parle de signalisation où on demande qu'il y ait une circulation là, pour des besoins locaux. Et pour la ville de l'Ange Gardien, c'est la même chose aussi de leur côté. Donc, pour nous, toutes les vérifications ont été faites de ce côté-là. Donc, nous, ce qu'on a fait aussi, puis qu'on est en train de discuter, là, c'est avec la Sûreté du Québec pour demander d'être un peu plus vigilant là, sur la circulation des camions, là, pour éviter, peut-être qu'il y a des gens qui passent et qui n'ont pas, ils pourraient passer par un autre chemin là, que la rue du Petit Pré. Après ça, je voulais vous parler également aussi de la piscine de Beaupré. J'ai vu dernièrement là, que la piscine avait été fermée pour une journée, puis il y a des gens qui ont intervenu là, sur Internet, puis on parlait de guerre de clochers, là. Puis qu'on était sortis, les discussions avec eux autres, puis on était en discussion avec le ministère. C'est vrai qu'on est parti, c'est vrai qu'on était en discussion avec le ministère. On vous en a fait part à toutes les rencontres du conseil municipal, là, de l'évolution des discussions qu'il y avait eu par rapport à la piscine. On aurait aimé avoir une entente, sauf que les attentes et les besoins de contribuer, ça a joué aux alentours de 75 000 à 100 000 $ par année, sans savoir combien de personnes qui allaient être présentes. Puis en plus, les gens qui allaient aller à la piscine, mais devaient payer aussi leurs frais d'entrée, là, puis les cours, s'il y avait des cours à suivre, payer les cours également. Donc ça faisait une contribution qui était assez élevée. Et il fallait avoir un engagement de 20 ans au début, puis là, finalement, à la fin, c'était un engagement plus sur 5 ans qui était envisagé. Mais c'est quand même des sous, là, 100 000 $ par année, puis on n'avait pas le budget pour embarquer dans un tel projet. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est retiré. C'est pas une histoire de guerre, c'est pas une histoire qu'on s'est chicané, là. Parce qu'il y a des choses qui s'écrivent des fois sur Facebook, puis c'est plate, parce que ça fait juste mal paraître les gens qui sont autour d'une table. Là. C'est pas vraiment pas ça. Mais c'est vraiment une question d'économie puis une question financière pour laquelle on n'a pas continué les discussions. On s'en est parlé ensemble, on a décidé de ne pas continuer parce qu'on n'avait pas la possibilité de pouvoir contribuer à cette hauteur-là pour permettre aux gens d'aller à la piscine à Beaupré. Donc, ça fait le tour du sujet par rapport à ça. Je vais passer la parole à M. Roberge. Merci, M. le maire. Donc, ma traditionnelle tournée des vidanges. Alors, juste pour vous dire que il y a eu une correction là, sur le calendrier qui avait été remis par la poste aux gens. Donc, ça a été indiqué sur le Facebook de la ville. Donc, les collectes des ordures auront lieu pour le mois d'avril, le 3 et le 17, donc demain et dans 2 semaines, le 17 avril. Le recyclage, il n'y avait pas eu d'erreur, c'est vraiment le 10 et le 24. Les collectes hebdomadaires vont commencer avec le mois de mai. C'est en mai aussi qu'on aura la collecte des grosses vidanges, donc les monstres, le 6 et le 7 mai. Feuilles mortes, on en voit déjà là, sur le bord de la route. Là, les feuilles sont revenues rapidement, mais ça sera seulement le 15 mai que la collecte va s'effectuer. L'éco-centre arrive, l'ouverture de l'éco-centre arrive très tôt, le 13 avril. Donc, c'est samedi de la semaine prochaine, à 8h à l'éco-centre, qui sera très populaire cette année. Il y a eu un ménage qui a été fait aussi, une belle révision aussi à l'accueil là, qui est en place pour cette année. On est très content de ça, donc de beaux changements à notre éco-centre. Mon deuxième point, c'est un hommage à M. Jacques Blais. Donc, je voulais, au nom du conseil là, municipal, offrir nos sympathies à la famille de M. Jacques Blais. Donc, sa femme Danielle et ses 3 filles là, qui sont très impliquées là, dans notre communauté. Donc, M. Blais
est décédé en janvier aux États-Unis. Il a été président de la Société de patrimoine et d'histoire de la Côte de Beaupré et de l'Orient pendant une bonne vingtaine d'années. C'est lui, entre autres, pour nous, à Château-Richer, qui avait mis en place la rénovation des caveaux à légumes qu'on a vu une couple d'années. Un monsieur très impliqué dans notre communauté, donc on veut lui dire un bon voyage. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Richard? Merci, Monsieur le maire. Donc, j'aimerais juste prendre le temps là, de vous aviser en fait qu'il nous manque toujours des bénévoles pour la commission consultative citoyenne, et ce depuis presque 2 mois. Malheureusement, on a un absent aussi dans nos rangs, donc un absent pour une durée indéterminée, ce qui fait que présentement, on ne forme plus quorum pour se rencontrer pour la commission consultative. Heureusement, pour l'instant, on n'a pas de consultation en cours, mais bon, on sait qu'il va peut-être en avoir qui vont arriver bientôt, et on recherche donc activement des membres. Sachez que c'est environ 1 à 2 rencontres par mois, 2 rencontres par mois lorsqu'il y a des consultations, et 1 rencontre sinon pour préparer ces dites consultations. Donc, ça a été une commission qui a été quand même appréciée durant les 2 dernières consultation qu'on a faite, en fait, parce que ça permet aux citoyens de donner leur point de vue sur les sujets qui étaient en cours. Si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé pour participer, ou si vous êtes vous-même intéressé, on vous invite à envoyer votre nom soit à la ville de Château-Richer ou moi-même à mon adresse courriel de la ville. a.richard@châteauricher.qc.ca. Merci. Madame Lefrançois? Merci. Alors, je vais faire du pouce là-dessus. Suite, justement, à une consultation citoyenne qui a lieu en 2023, c'est la sécurité publique, finalement, par secteur. Dans le secteur Saint-Achille, entre autres, on se rappelle qu'il y a beaucoup de citoyens qui se sont déplacés concernant les vélos en particulier, qui nous avaient demandé de changer certains règlements peut-être par rapport à ça. Donc, juste pour vous dire qu'on est toujours dans le suivi de ce dossier-là. On est en lien actuellement avec le ministère des Transports du Québec pour émettre de la signalisation à Saint-Achille suite au changement qui a eu lieu suite à la demande des citoyens. Deuxième petit point que je voulais vous parler, j'en parle dans la tribune que vous allez recevoir, mais je me suis dit que ça serait peut-être utile quand même aujourd'hui d'en parler. Moi, je fais partie du conseil d'administration de l'Office municipal habitation, donc l'OMH. Il y a un programme maintenant depuis l'an passé que ça s'appelle le SARL, S-A-R-L. En fait, c'est un service d'aide à la recherche du logement qui est pris en charge totalement par OMH. Donc, ça s'adresse à tout le monde qui se cherche un loyer sur la côte de Beaupré. La MRC de la côte de Beaupré peut téléphoner directement à OMH. Puis, selon les besoins, on va les diriger justement vers quel type de loyer. Mettons, le loyer abordable peut-être pas non plus. Donc, dépendamment des besoins, le nombre de logements et tout. En 2023, ça a commencé vers mai, puis il y a eu 147 demandes qui ont été répondues, puis qu'on a placé des gens sur la côte de Beaupré. Ça s'adresse aussi aux nouveaux arrivants, donc vraiment à tout le monde. Donc, n'hésitez pas de communiquer avec eux si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes à la recherche d'un loyer sur la côte de Beaupré. C'est un service vraiment très intéressant. Et dans les logements abordables, sachez quand même qu'on sait qu'il y a un besoin sur la côte de Beaupré. Il n'y a pas beaucoup de logis abordables pour les gens à faible revenu. Mais on a quand même réussi avec ce service-là à placer 57 personnes sur la côte de Beaupré avec des prix qui leur convenaient. Alors, c'est quand même intéressant. Fait que je vous invite à téléphoner. J'ai le numéro, attendez-moi un petit peu, 418-702-1318. Voilà. Bien, merci beaucoup. Donc, c'est ce qui met fin à la séance au point pour les suivis des dossiers et les points d'information. Nous sommes rendus au point 7, qui est la période de questions. Donc, on va ouvrir une première partie de la période de questions. Ceux qui ont des questions. Bonsoir, Raymond Letarte du secteur du Tipré. Je voudrais avoir un peu plus d'informations quand vous parlez du trafic au Tipré. Les pancartes, tout est conforme. Y a-t-il du changement de pancarte ou de... C'est que les gros camions qui passent, ils ont le droit de passer encore. Premièrement, sur la rue du Petit-Pré et sur l'avenue Royale, en allant vers l'Ange Gardien, on voulait vérifier s'il y avait de la signalisation pour indiquer que c'était une circulation locale seulement.
Effectivement, là, la signalisation est en place, puis tout est conforme, tout est correct par rapport à nos attentes, puis nos besoins, puis notre réglementation qui est présentement en vigueur. Tout ce qu'on veut s'assurer présentement, là, par la suite, une fois qu'on a fait le tour, qu'on a regardé pour s'assurer que tout était correct à ce niveau-là, là, on va s'assurer que la signalisation soit respectée, puis on va demander à la Sûreté du Québec là, de prêter une attention particulière pour contrôler la circulation là, des véhicules. Je sais qu'ils l'ont fait dans le passé, mais on va leur demander là, d'être encore plus assidus, disons, sur la surveillance. Et la MRC aussi, on a voté une résolution. Là, on va voter une résolution mercredi là, pour demander à la Sûreté du Québec aussi de faire un contrôle routier encore plus important là, sur le secteur en dehors de la route 138. Donc la route 138, on sait qu'elle est beaucoup surveillée, mais toutes les routes adjacentes dans les villes sont pas nécessairement... il manque peut-être un peu de surveillance. Donc là aussi, on va voter une résolution qui va aller dans ce sens-là, mercredi. OK. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Nicolas Tremblay. À ce micro-ci, l'été passé, je vous avais questionné là, à propos de à savoir si vous aviez un intérêt à protéger la vocation agricole du Petit Pré. À cette époque-là, vous nous aviez répondu par l'affirmative, puis on avait aussi, je vous avais aussi questionné sur un potentiel échéancier, puis vous nous aviez dit sommairement que ça pouvait prendre l'hiver, donc possiblement avoir quelque chose au printemps. Le printemps, on y est presque, donc on a hâte. Là. Donc je voulais juste savoir qu'est-ce qu'il y en était par rapport à ça, si votre désir était intact, puis si on pouvait s'attendre à avoir des débouchés. Bien, pour ce qui est la position du conseil municipal, c'est sûr que c'est clair que la protection au niveau des terres agricoles puis du patrimoine là, à Château-Richer, pour nous, c'est un dossier qui est important. On s'est prononcé là-dessus lors de la campagne, depuis la campagne, puis on s'est encore prononcé dernièrement, puis on vous le redit ce soir. Maintenant, on parle de réglementation, il faut changer. Il y a une réglementation qu'on voulait changer là, pour préserver les terrains et tout ça. Donc, cette réglementation-là nécessite du travail, puis elle nécessite aussi la consultation juridique, puis c'est des délais qui sont assez longs. Là, présentement, vous savez qu'on on travaille depuis le mois d'août. Là, on a mis beaucoup d'énergie sur tout ce qui est réseau de l'aqueduc, l'usine d'eau potable, les eaux usées, tout ça. Donc, la réfection de beaucoup de tronçons qui sont à faire. On a mis beaucoup d'énergie là-dessus avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et accompagné là, de la FQM. Pour ça, tout à l'heure, on a vu les frais honoraires là, dans les dépenses. Donc, la priorité est vraiment là-dessus. Là, présentement, on est en train de terminer nos règlements d'emprunt là, pour tous les travaux qui s'en viennent et s'en allant d'un appel d'offres là, pour le travail. Donc, ça nécessite beaucoup de travail, d'échanges, de consultations, puis on n'a pas eu le temps de mettre du temps sur la réglementation. Mais par contre, c'est des choses qui vont s'en venir parce qu'on en a parlé encore dernièrement. Puis il y a plusieurs règlements, puis on a même mis une liste là, de notre responsable à l'urbanisme là, sur des dossiers qui vont être prioritaires à traiter. Puis là, lorsqu'on va recevoir la réglementation qui est présentement en cours, nous, on va la lire, on va regarder, on va voir un peu comment on veut changer ça, on fait une recommandation. Là, ça va suivre son cours. Fait que, disons, le printemps que j'avais parlé, on est peut-être plus rendu à l'automne, mais ça fait partie de nos plans de travail, puis on va le faire, ça c'est sûr. Ben, merci beaucoup. Peut-être en complément, là, juste pour terminer, est-ce que vous avez une idée de quel type d'engagement ça pourrait prendre? On parle d'un règlement, une modification du plan d'urbanisme? Avez-vous une idée là, de la forme que ça... Ben, la forme que ça va prendre, c'est on veut préserver, c'est sûr, puis on veut protéger, puis on veut que ça ait un impact, là, ou une portée pérenne, si on veut, dans le temps. Donc, c'est sûr qu'on va regarder pour faire des choses qui vont être dans ce sens-là. Maintenant, la portée, c'est nous, on va discuter un peu de l'intention que le conseil a, puis qu'est-ce qu'on veut. Et maintenant, il faut voir au niveau légal si tout ça s'attache aussi ensemble. Puis à ce moment-là, quand on aura un ordre de grandeur ou une idée un peu de ce qu'il peut avoir comme portée, je serai plus à l'aise de vous en parler et vous dire où on peut s'en aller. Parce qu'on peut avoir 35 idées, mais il y en a peut-être 10 qui vont être à retenir, puis ils vont être faisables, puis qui vont être concrètement applicables aussi en même temps. Fait qu'on ne veut pas créer non plus des attentes, mais j'aime mieux prendre le temps qu'on regarde tout ça, puis éventuellement, on répondra à cette question-là de façon plus pointue. Là. Et pour l'instant, je désire pas trop m'avancer pour l'instant. Correct. Merci. Je vous remercie pour ça. Puis je profiterai peut-être de ma présence au micro pour donner du poids à l'appel de candidature d'Alexandre. Donc, je suis président de la commission consultative citoyenne de Château-Richer. Puis, on est justement en appel de candidats parce qu'il nous manque des gens pour pouvoir se rencontrer. Je tiens juste à dire que c'est quand même une belle implication dans la municipalité. Le rôle qu'on a est assez concret parce que les consultations qu'on a faites ont eu un impact direct sur des décisions que vous avez prises.
Puis d'ailleurs, j'en remercie. C'est plaisant de savoir que le comité sert à quelque chose. Là. Je veux dire, au final, c'est vous qui décidez. Mais j'invite tous ceux qui voudraient s'impliquer, dans le fond, à le faire. C'est un bel engagement. On parle à peu près une fois par mois. Puis c'est bien plaisant. Donc, Merci bienvenue beaucoup. à tous. Merci beaucoup, M. Merci. Tremblay. Merci. Via le Zoom, est-ce qu'on a des questions? Oui. Alors, première question, j'ai M. Jimmy Saint-Hilaire. Monsieur Pouliot, j'ai remarqué une hausse importante du prix pour un enfant au terrain de jeu, soit 220 $. Sachant que l'inflation de 2023 est de 3,9 % au Québec, à quoi attribuez-vous cette hausse importante pour les familles de Château-Richer? La hausse qui était faite pour les camps de jour, c'est une décision qui n'a pas été facile à prendre, mais qu'on a dû prendre parce que, en réalité, la partie qui n'est pas assumée par les parents, c'est l'ensemble des citoyens qui l'assument. Donc là, à un moment donné, c'est une forme de taxe aussi qu'on fait, qu'on a à la charge des citoyens pour permettre aux parents d'amener leurs jeunes au camp de jour durant l'été. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que avant cette dernière décision-là, la Ville assumait environ 65, presque 70% des coûts du camp de jour pour les parents. Alors que les parents assumaient à peu près 30% des coûts. Fait que là, on a augmenté la contribution des parents parce qu'on veut éventuellement arriver à du 50-50. Fait que les 2 premières années, on est arrivé en fonction, puis on a regardé, puis on a évalué la situation. L'année passée, on avait augmenté un peu, mais à cause du coût des salaires et du coût d'opération, d'entretien, de tout, là, ça commence à faire beaucoup de sous aussi pour les contribuables. C'est la raison pour laquelle on a augmenté puis qu'on atteint ce montant-là pour les parents, là, pour le camp de jour. Autre question de M. Rénal Boulanger. Approuvé par la résolution 2022-00532 le 2 mai 2022, la Ville de Château-Richer a approuvé de nouvelles heures d'ouverture du parc canin. La date d'ouverture adoptée est le 1er mai de chaque année. Pourquoi alors les utilisateurs du parc l'utilisent depuis plus d'une semaine? La période estivale n'est même pas encore à nos portes et les utilisateurs ne respectent pas la réglementation en vigueur. À quand nouveau terrain pour le parc canin à l'extérieur du site des loisirs? Le déménager, c'est sûr que c'est toujours, excusez, ça fait toujours partie de nos projets, là, de le regarder et de le relocaliser. C'est toujours l'emplacement qui fait défaut, puis on n'a pas le terrain qu'on pensait avoir encore pour le moment. Par contre, s'il y a des gens qui utilisent le parc canin, moi je pense que c'est important que les gens, si ça les dérange et tout ça, d'aviser la Ville puis d'appeler à la réception là, pour nous informer de la situation. On va aller mettre de l'indication pour dire que le parc n'est pas ouvert, là, puis rappeler aux gens aussi là, que les heures d'ouverture du parc. Puis je vais appeler aussi le regroupement là, des gens qui utilisent le parc, qui ont un site, une page Facebook, puis je vais appeler la présidente pour lui demander d'informer les utilisateurs de respecter les heures, là, les dates d'ouverture, puis les heures également. Là. Donc, l'année passée, on a fait cette relance-là. C'est sûr qu'au début, il y a toujours un petit peu d'ajustement, là, mais on invite les gens, la population, de respecter ça aussi, là, de respecter le règlement. Puis ce qui est important, c'est quand ce genre de choses-là arrive, ben, peu importe la raison, c'est d'appeler à la Ville puis d'informer à la réception là, notre adjointe administrative, puis elle va relayer l'information aux personnes qui sont responsables, puis on va s'occuper de faire un suivi rapidement là-dessus. Donc on n'a pas besoin d'attendre les séances du conseil là, pour nous donner ce genre d'informations-là. On aurait pu agir avant. Merci. C'est ce que je voulais. J'ai M. Pierre Bouffard. Quand est-ce que le règlement pour le contrôle des vélos dans la route Saint-Achille sera présenté, adopté et les pancartes installées, car la saison approche à grands pas? Bon, les pancartes, nous sommes en démarche présentement avec le ministère des Transports, donc pour les avoir. Donc, ça doit être fait en conformité avec eux, parce que lorsqu'on a parlé de ce dossier-là, après consultation aux citoyens, on voulait s'assurer que tout était fait conformément, puis on l'a fait aussi avec le support et l'aide du ministère des Transports. Donc, pour les panneaux, on attend leur OK là, pour avoir des modèles et les faire faire. Et après ça, le règlement, ben, ça rentre dans les règlements là, qui doivent être travaillés à l'interne. Donc, ça va être fait prochainement, mais c'est pas d'ici un mois que ça va être fait. Parce que faire un règlement, ça prend 2-3 mois facile. Celui-là est peut-être moins compliqué à faire que le règlement sur le zonage agricole. Là. Mais cependant, ça demande quand même une certaine recherche, puis aussi s'assurer que tout est conforme avec nos aviseurs légaux. Donc, j'ai une
question de M. Samuel Roberge qui dit débiteur 4,7 millions. Est-ce que cela veut dire que des gens ou compagnies doivent ce montant à la Ville? Si c'est bien ça, qu'attend la Ville pour saisir ses débiteurs? Donc, Madame c'est moi qui Roy. vais répondre à Madame celle-là. 4,7 millions, oui, de débiteurs. Par contre, ça inclut non seulement, oui, les citoyens, les entreprises, mais aussi beaucoup de subventions. En fait, on a pour 3,6 millions, 3 638 000 pour être exact, de subventions à recevoir. Ça, c'est des subventions sur les projets à long terme, là, la tech, tout ça, toutes les subventions des gouvernements finalement qui est à recevoir. Aussi, on a un peu de TPS, TVQ à recevoir, environ un total de 80 000 $. En fait, finalement, les taxes municipales à recevoir, on parle plutôt de 884 000 $. Sauf que dans ça, on avait un dossier, en tout cas d'environ 178 000 là, qui est en attente. Là, fait qu'il y a environ 706 000 de taxes à recevoir. Pour ce qui est des autres comptes pour les compagnies, tout ça, là, on parle de moins de 10 000 $. Là. Fait que c'est pas ça qui est un impact, là, mais c'est ça. Pour répondre à votre question, il y a beaucoup là-dedans que c'est des subventions à recevoir sur plusieurs années. Fait que c'est normal que ce soit là. C'est pour payer les dettes aussi que ces subventions-là sont encaissées. Puis, pour ce qui concerne les subventions, en réalité, c'est que lorsqu'on a un projet puis il est financé sur 20 ans, mais les subventions vont rentrer à la fin de l'année ou ils vont rentrer des fois aux 2 ans ou aux 5 ans et on n'a pas l'argent tout de suite. Donc les subventions, si on dit qu'on a le droit sur un projet de, je dis n'importe quoi, 3 millions, on a le droit à 2,7 millions de subventions. Bien, cet argent-là va être donné sur 20 ans, mais pendant ce temps-là, nous, la Ville, on doit l'emprunter, l'argent, puis on doit payer le financement de ce montant-là. Donc, ça a un impact considérable sur les finances de la Ville, ces intérêts-là. Et c'est pour ça que présentement, il y a des démarches qui sont faites en collaboration avec la FQM, laquelle on est partenaire, puis on est membre, et l'Union aussi municipale du Québec, qui font des pressions auprès du gouvernement là, pour, lorsqu'on a des projets, puis qu'il y a des subventions qui rentrent, mais qu'on les aide dès le début. Donc, si on a le 3/4 ou 80% du projet qui est financé, mais qu'on le reçoive tout de suite de 80%, puis qu'on ait juste à financer dans notre budget, nous, le 20%. Donc, il y a des tractations qui se font présentement là-dessus. Il y a du travail qui se fait au niveau pour dégager et décharger aussi les citoyens. C'est une façon de décharger les citoyens, puis d'avoir une forme de rémunération qui est plus adaptée à la réalité de nos petites villes. Hein. Donc, il y a du travail qui se fait à ce niveau-là aussi, à ce niveau-là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, moi j'en ai d'autres. Oui. Oui, on continue avec le... J'en ai une après? OK. Donc, deuxième question pour M. Samuel Roberge. Les membres du CCU sont supposés être des volontaires qui présentent leur candidature. Pouvez-vous nous affirmer aujourd'hui qu'aucune sollicitation n'a été faite pour recruter les nouveaux membres du CCU? Moi, à ma connaissance, il n'y a pas de sollicitation qui a été faite, là, Non, M. Marceau. Non, il n'y en a pas eu de sollicitation, à ma connaissance, qui a été faite. Mais c'est sûr que quand on veut, on vient d'en parler, on vient d'en faire la sollicitation pour le CCC, on l'annonce lors des séances du conseil qu'on veut des gens. Fait que c'est une forme de sollicitation, on invite les gens à se présenter, puis c'est du bénévolat. Là, donc, mais on ne se dirige pas vers une personne et dire, ben viens-t'en avec nous, puis tu vas être choisi. Là. Non, c'est pas ça. Là. Si c'est ça l'essence de la question, c'est la réponse est non. J'en ai d'autres. Ben, je vais laisser la place à monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Frédéric Chouinard. Juste avant de poser mes questions, dans le fond, juste revenir sur un petit point, sur la question de taxe de piscine. On a eu un échange, moi et M. Roberge. Ça a mal commencé, mais je pense que ça a quand même fini pas si pire. C'est toujours bien. C'est ça. C'est l'important. C'est ça l'important. Juste dans le fond, avant de poser ma question, c'est que ça aurait été bien, puis je l'ai dit à M. Roberge pendant la présentation du budget, même si on n'était pas beaucoup dans la salle, ça aurait été bien que vous en parliez. Parce que vous avez quand même changé l'appellation de la taxe. Puis on a quand même reçu notre compte de taxe. Puis là, tout le monde se posait la question. De là, le poste. Et de là, les questionnements des citoyens. Fait que ça aurait été bien. Moi, j'ai dit le mot cachette, ça a faussé les oreilles de M. Roberge, mais ça aurait été peut-être le mot transparence. Ça aurait été bien la transparence d'en avoir parlé, parce que ça reste quand même une nouvelle taxe, puis ça restait quand même des nouvelles appellations, puis tout le monde se posait la question. Oui, mais on n'en a pas parlé, puis honnêtement, je m'en souviens pas. Parce qu'en réalité, quand on présente le budget, puis on fait le tour ensemble, on avait des PowerPoint, puis on a essayé de donner le plus d'informations possible aux gens et d'y aller plus en détail. Donc, je pense que la transparence, elle est là.
Est-ce qu'on l'a oublié et on aurait peut-être dû en parler? Oui. Mais est-ce que c'est... Je me souviens pas si on en a parlé, honnêtement. Puis je l'ai vu, là. Je l'ai vu passer, les posts aussi, là. Puis je comprends la réaction, puis elle est correcte, c'est légitime. Puis, mais c'est pas une intention de cacher des choses ou de faire des affaires voilées. Là. Au contraire, là, depuis le début qu'on est ici, là, on essaie toujours de donner le plus d'informations aux gens. Et il y a des gens qui viennent au bureau puis viennent faire expliquer le compte de dépenses. On prend le temps de l'expliquer, même si on a d'autres réunions, là, on prend le temps de le faire aux gens parce que c'est important qu'on comprenne bien nos affaires. On veut bien expliquer aux gens. Là, mais on est désolé si on a froissé des gens, mais c'était vraiment involontaire. Là, c'est pas, puis on en avait parlé dans les séances précédentes. Qu'il allait y avoir des normes, de la réglementation au niveau des piscines. Il y a encore des coupures de journaux qui sont sortis présentement, là, qu'il va y avoir encore de la réglementation, puis il y a des gens qui pensent qu'ils ont des droits acquis sur parce que leur installation de piscine a été faite d'une telle façon, mais pour la sécurité, là, les normes vont être resserrées, puis on s'en va vers ça aussi, puis on en a parlé aussi dans le passé, dans les séances précédentes. Oui, ce point-là, c'est bon, parce que de toute façon, c'est la sécurité, mais ça reste qu'à la base. Ça reste à voir, c'est une taxe. Oui. Moi, je veux savoir le fond de cette taxe-là. C'est pourquoi vous l'avez imposé. Là. Je sais que vous allez me répondre, mais... L'imposer, c'est en réalité, une des raisons qu'on a présentement, c'était entre autres tout le contrôle ou l'utilisation de l'eau potable. Là. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des piscines qui n'ont pas d'eau potable, là, mais il y en a d'autres qui en ont, puis il y a de l'eau potable, puis il y a beaucoup d'abus qui est fait de ce côté-là aussi, puis on veut sensibiliser les gens par rapport à ça. L'autre affaire aussi, c'est qu'on a taxé les terrains vacants, ce qui n'était pas fait avant non plus. Donc, c'est toutes des formes de taxation qui sont possibles de faire. C'est sûr, c'est des rentrées de sous, puis on en a besoin là, pour donner les services aux gens, aussi à la population. Fait que c'est un ensemble de considérations qui fait qu'on l'a apporté. Il y a d'autres situations où le gouvernement nous permet de faire des choses, puis on ne l'a pas fait parce qu'on trouve que ça va peut-être des fois, c'est peut-être pas nécessairement avantageux pour les gens non plus. Là. Donc, on essaie d'y aller là, de façon, je dirais, plus... on a sélectionné là, pour qu'il y en ait le moins possible. On avait avisé les gens là, qu'on allait revoir là, toutes les possibilités pour répartir la contribution des gens là, par rapport aux besoins qu'ils ont. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est sûr qu'on ne peut pas y aller personne par personne. Là. Je vais juste vous expliquer mon cas à moi, mais on ne peut pas l'imposer à chaque personne, parce qu'à un moment donné, ça n'aurait pas de sens. Ça. Et moi, j'ai une piscine creusée. Quand on l'a fait remplir, on a fait venir une citerne. À chaque année, c'est la neige qui fond. C'est ça. Puis l'année passée, j'ai été obligé de baisser le niveau d'eau 5 fois. C'est ça. Puis là où je ne l'envoie pas dans la rue. Tu sais, je comprends tous les points que M. Roberge me disait, c'est que l'usine de traitement, après ça, M. Martineau me disait pour l'eau potable. Mais à un moment donné, pourquoi ne pas avoir pensé, mettons, que quand personne vous demande un compte de taxe, pas un compte de taxe, c'est aussi un permis de piscine, pourquoi pas l'imposer en partant, puis qu'on pose un autre appel? En Ontario, je vais vous donner un exemple. Chaque municipalité, il impose une amende de 5 000 si le monde jette l'eau dans la rue. À Château-Richer, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui sont pareils, mais on a quand même des bons terrains, comparé, mettons, en ville. On est capable de drainer l'eau dans notre terrain. Là. Fait que pour moi, c'est une taxe encore. Puis c'est ça, c'est encore une autre taxe. T'sais. J'en l'ai dit dans mon post, c'est bon parce que cette année, mon compte de taxe, cette partie-là, elle a baissé. Oui. Fait que, tu sais, dans le fond, je devrais pas chialer puis vous dire quasiment merci. Là. Mais... non. Mais ça reste que c'est encore une taxe de plus. Oui, je sais. Fait que c'est ça. Donc, Puis l'affaire, c'est que, oui, il y en a qui ont marqué utilisateur-payeur. D'un sens, c'est peut-être correct, sauf qu'il y a du monde qui lave leur entrée. J'ai appris dernièrement qu'il y a du monde ici dans l'avenue Royale en bas que leur entrée d'eau est trop proche de la terre, fait que ça gèle, fait que ça a l'air que le monde, tout l'hiver, font couler l'eau lentement. Faut pas que les tuyaux gèlent. À un moment donné, utilisateur-payeur, peut-être qu'eux aussi devraient avoir une taxe. En tout cas, comprenez-vous mon point, c'est qu'à un moment donné, c'est tout le monde devrait avoir une taxe. La seule chose, c'est que peut-être qu'il y aurait eu d'autres choses à faire que mettre une taxe. Parce que là c'est correct qu'elle est à 30$, mais à Longueuil, ils sont rendus à 80$. Fait que peut-être que dans 2 ans, vous allez nous annoncer qu'elle va être rendue à 80$ aussi ici. À un moment donné, ça commence à faire des taxes. Non, je pense que ce qui était souhaité, c'était de sensibiliser les gens. Puis le réseau d'Aqueduc, on sait qu'il est désuet, là, puis il y a beaucoup de travail à faire. Puis ça fait partie de nos projets qu'on travaille dessus depuis le mois d'août dernier, là, pour refaire tout le réseau d'Aqueduc, l'usine d'eau potable, puis de tout installer également les égouts là, à la grandeur de l'avenue Royale.
Et on est sur ça, ça avance bien. On pensait faire les choses sur 12 ans, mais ça va être sur 5 ans, 5-6 ans à peu près. Donc on est content. Si tout continue à évoluer comme ça évolue, on est content. On va régler ce genre de problème-là de l'eau, là, qu'il y a des entrées d'eau qui sont trop hauts. Ça a été fait comme ça à l'époque, puis on doit vivre avec, puis ça fait partie de notre réalité, malheureusement. Mais on va corriger, ces choses-là vont peut-être corriger, puis on va installer des pluviaux aussi pour que les gens qui vont vider des choses dans le chemin, de l'eau, mettons de la piscine ou du spa, peu importe, mais que l'eau ne se ramasse pas à l'usine d'eau usée, puis qu'on paye au volume de traiter l'eau qui vient de la piscine. Et ça nous coûte 400 000 par année là, à peu près, là, cette affaire-là. Tout à l'heure, on a parlé de 97 000, puis il y avait 4 versements à faire. Là. Fait que c'est 400 000 $, puis l'usine, on a à peu près 600 000 à investir dedans en plus, qui s'en vient dans les années qui s'en viennent. Tout ça à cause de la surutilisation du traitement de l'eau. Donc, à un moment donné, il faut aller chercher des sous quelque part pour compenser pour tout ça aussi, puis ça fait partie. C'est bon. Merci. Je sais pas si j'ai eu ma deuxième question. Là. Allez-y. Merci, vous êtes bien gentil. Parce que après, il faut que j'aille me coucher, je me lève de bonne heure. Je vous l'ai déjà posé la question, puis c'est un peu rapport avec les taxes, dans le fond. C'est que, je vous l'ai déjà dit, je suis rendu à 34 % d'augmentation de taxes depuis 2017 que je suis ici. Puis l'année prochaine, il va y avoir un rôle d'évaluation. Fait que j'imagine pas mon compte de taxes. Peut-être que vous allez le garder à zéro, mais c'est sûr que le rôle va monter. Fait que... Mais tout ça pour dire que je vous ai déjà posé la question, c'est quoi vos plans d'avenir que vous avez pour faire entrer des taxes? Parce que si je regarde un peu ce qui se passe dans le château, on a le monsieur, je pense que c'était M. Saint-Pierre, c'est tout ça, c'est comme ça qu'il s'appelait. Lui a fermé, là ils ont ouvert l'autre monsieur qui fait. Tu sais, souvent c'est des 1 pour 1, tu sais, un ferme, l'autre va ouvrir. Il y a zéro apport de taxes de plus. Moi je suis dans sur Saint-Laurent. Il reste 2 terrains à vendre, fait qu'après ça, on pose un autre appel. Fait que ma question est, c'est quoi vos plans d'avenir pour faire entrer des taxes supplémentaires? Avez-vous des développements futurs, que ce soit résidentiel ou autre? Là? Avez-vous quelque chose? Il y a des entreprises quand même qui sont arrivées, comme M. Saint-Marc a pris sa retraite, puis il y a un vitrier qui est installé, puis on est content parce qu'au moins le bâtiment pourrait rester vide, puis bon, ça fait de la vitalité aussi au niveau économique. On a Vélo Solutions qui sont qui vont se construire à côté du BMR, qui est un gros investissement de plusieurs millions de dollars. Donc, sur ça, on est content. On sait qu'il y a M. Gosselin qui va nous resoumettre un projet là, qui va être intéressant aussi. Donc, il y a des choses qui s'en viennent, qui prennent place sur l'avenue, sur le boulevard Saint-Onne. Il y a d'autres boutiques ou d'autres commerces qui ont ouvert aussi. Il y a des choses qui sont vendues, mais d'autres qui se sont ouverts, installés. Donc, ça permet de garder la vitalité. On a les entrepôts qui se sont construits là, pour M. Duval. Donc, ça aussi, il y a plein de choses comme ça qui s'en viennent. Il y a d'autres projets qui s'en viennent. On doit attendre parce que les gens nous abordent et nous parlent de certaines affaires, mais en même temps, tant que c'est pas concret et c'est pas signé comme on dit. Donc, on fait beaucoup de promotions pour essayer d'aider les entrepreneurs à venir s'installer ici puis avoir des entreprises, les supporter parce qu'il y a des congés de taxes qu'on a mis en place comme règlement. Puis ceux et celles qui sont en place présentement, mais de les aider aussi s'ils font de la mise à jour de leur installation ou des rénovations importantes, bien, la portion qui est en rénovation, bien, il y a des congés de taxes aussi qui est prévu là-dedans. Donc on essaie de les supporter comme ça, puis faire de la promotion, puis d'inviter les entreprises. Dès qu'il y a des activités sur la Côte de Beaupré avec Alliance à faire, développement Côte de Beaupré, j'y vais, je parle aux entrepreneurs. Encore dernièrement, on a parlé avec quelqu'un qui veut s'installer une entreprise. On a parlé de Château-Richer. Ça nous fait connaître, puis ça fait ouvrir des portes, mais maintenant, les gens, ils choisissent, puis ils vont où ça fait leur affaire, mais on travaille fort dans ce sens-là là, pour amener des gens. Y a-t-il des terrains disponibles au moins? Ben, il y en a des terrains, parce que des fois, il y a du « Ah, tabarnouche, ça c'est vendu, puis il va y avoir de quoi là, donc c'est intéressant », mais des fois, il y a des terrains qu'on pense pas, puis il y en a. Il y en a d'autres terrains, mais il faut y aller progressivement, puis il faut regarder sur tout ce qui est sur le long du boulevard Saint-Onne aussi, parce qu'on est dans les 0-20 ans, inondations, 0-100 ans, puis il y a des milieux humides, donc il faut prendre ça en considération aussi. Fait que tout dépendait de l'entreprise, mais ils ont besoin d'une certaine superficie, et qu'un terrain qui ne fait pas l'affaire à quelqu'un, mais il peut faire l'affaire à quelqu'un d'autre. Donc on travaille fort à faire la promotion de ça. On a recensé aussi les terrains pour regarder qu'est-ce qui était possible de faire, là. Si la ville avait les moyens, on achèterait des choses qui sont à vendre pour les garder pour des entreprises, mais on ne peut pas se permettre de faire ça. Non, c'est sûr. C'est sûr, on le revendrait aux entreprises, on ferait de quoi, qu'on ferait une transaction, quelque chose, mais il y aurait des possibilités, là, mais c'est juste que
quand il y a des opportunités, on n'a pas la possibilité présentement de le faire. Mais éventuellement, j'espère qu'on va avoir la possibilité Il y de a un beau parc industriel là, qu'il pourrait le faire. Là. Ah, il y a toutes sortes de beaux projets qui sont possibles. C'est énorme. C'est toujours le coup. Merci. Il reste combien de temps la période de questions? C'est complet. Terminé? 5 minutes. Parfait. Ah, Donc, la période de questions, cette première partie est terminée. C'est deux. Le 30 minutes est passé. Non, 25 minutes. Pardon? Il reste 5 Il reste 5 minutes? OK. On a Bon. cinq Il reste minutes. cinq. J'aurais deux questions en bloc. On y va, oui. Je pensais que c'était deux. Donc, j'ai Mme Geneviève Millette. Concernant la CCC, quelles ont été les autres réalisations qui ont été concrétisées par l'administration municipale concernant la sécurité routière? Dans le fond, question 2, j'avais soulevé le fait que le miroir en bas de la côte de la chapelle était mal positionné, pourtant il est toujours au même endroit. De plus, nous avions soulevé le fait que les excès de vitesse étaient fréquents sur l'avenue Royale. Quand pouvons-nous attendre à avoir une baisse de la limite de vitesse sur l'avenue Royale? À tout le moins, élargir la zone de 30 km/h entre la rue Gagnon et la Plante. Il y a des consultations qui ont été faites, puis on a eu des échanges par rapport à ça, mais il y a la réglementation qui est toujours à écrire là, pour les zones. Puis pour les zones de kilométrage, là, on a eu des discussions là-dessus, mais c'est toujours une question de réglementation, les stops. On a installé des dos down aussi. On a revu aussi le marquage au niveau de la chaussée là, pour inciter les gens, pour les vélos, entre autres, à respecter le côté de la chaussée. Et les dos down, on a ajouté des stops. On a aussi mis des passages à niveau qui n'étaient pas là à l'époque. Le miroir dans le bas de la côte de la chapelle, il a été installé, mais il a été brisé. On voit qu'il est cassé, donc il est à remplacer, puis il est à replacer aussi en même temps. Puis il y a peut-être de la signalisation à faire, mais quand lorsqu'on met la signalisation ou on la change, en réalité, ça devrait toujours être inscrit dans la réglementation. On ne devrait pas arriver de façon à brûle pour point pour changer des choses sans que ça soit écrit dans la réglementation. Et ça, l'inspecteur municipal a fait le tour là, de toutes les choses qui étaient à changer au niveau de la signalisation. Là. Il reste juste à écrire les règlements, à regarder ça, en discuter au niveau du conseil, puis voir un peu si c'est conforme aux consultations qui ont été faites là, pour qu'on rencontre les besoins des gens par rapport à ça. Puis on a mis de la signalisation aussi à 30 km là, devant tout ce qui était garderie, école et tout ça. Là. Donc on s'est assuré que ça soit respecté également. Ça va? Oui? Une question. Raymond Letorts, concernant le compte de taxes, il y a 2 ans, sur notre compte de taxes, on avait les vidanges de faux septiques. Oui. Cette année, on est dû pour la vidange de faux septiques, c'est pas sur le compte de taxes. Pour les vidanges de faux septiques, c'est une entente qui était faite avec Sany-Orléans, si je ne me trompe pas, puis on y va avec le numéro de la porte. Donc, journée paire, numéro impair, ça va avec les années paires, puis le numéro impair va avec les années impaires. Donc, ce qui est prévu dans l'entente, c'était qu'il y ait des vidanges aux 2 ans. C'est ce qui était fait comme ça. C'est comme Là, cette année, j'en ai pas, ça fait que ça veut dire qu'on sera dû cette année aux 2 ans. Bien, l'entente est prévue pour 2 ans, c'est ça. Oui. Si vous me permettez, c'est pas sur votre compte de taxe cette année parce qu'on est en négociation pour essayer d'avoir des prix plus intéressants. Donc c'est ça qu'on est en train de voir. Et vous allez avoir une facturation spécifique dans les rotations. Donc vous allez recevoir une facturation spécifique pour la vidange du faux septique. C'est la raison pour laquelle on n'avait pas mis sur le compte de taxe. OK. C'est bon. Merci. Ça va? J'ai d'autres questions, mais je crois que c'est terminé. Ouais, il reste 1 minute, sinon on peut le remettre à la fin. On mettra à la fin. À la deuxième partie. Il reste comme Dans 30 la deuxième partie de la période, on y répondra. Donc, ceci met fin à la première partie de la période de questions. Nous sommes rendus au point 8, qui est l'avis de motion et adoption de règlement. Donc, je vais passer la parole à M. Martineau. Merci, M. le maire. Au 8.8.1, adoption du règlement numéro 614-24, modifiant le règlement de construction numéro 577-20. En réalité, là, c'est la modification du délai là, pour la finition extérieure qui doit être complétée là, dans les 18 mois de l'émission du permis pour tous les bâtiments. Là. Avant, là, c'était seulement ça s'appliquait seulement pour le bâtiment principal. Maintenant, ça va s'appliquer sur tous les bâtiments, ce délai. Considérant les pouvoirs conférés à la Ville de Château-Richer par la loi sur les cités et villes, considérant que la Ville de Château-Richer désire amender son règlement de construction 577-20, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 4 mars 2024
et qu'un projet de règlement a été présenté et déposé à la même séance. Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption. Considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie avant la séance ordinaire du 2 avril 2024, conformément à l'article 356 de la loi Cité civile. Considérant que des copies du règlement sont disponibles et à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance d'adoption. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 614-24. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 8.2, M. Martineau. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 613-24 sur les dérogations mineures, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 369-04, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités civiles. Par la présente, je donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 613-24 sur les dérogations mineures, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 369-04. Et je dépose le projet numéro 613-24, séance tenante. Merci beaucoup. Donc, le dépôt étant fait de l'avis de motion, je vais passer la parole à 9.1, M. Roberge. Merci, M. le maire. Donc, octroi d'un contrat pour le traçage des bandes de démarcation routière. Considérant que le conseil municipal juge nécessaire d'effectuer les bandes de démarcation routière sur le territoire de la ville pour la saison estivale 2024, je propose d'octroyer un contrat de gré à gré pour les bandes de démarcation routière et des stationnements pour l'année 2024 à l'entreprise Promarquage de la capitale pour un montant de 20 654,93 taxes incluses, et que la ville se réserve le droit d'ajuster les quantités à la hausse ou à la baisse en fonction du prix soumis, ce dernier étant ajusté en fonction des besoins de la ville et d'imputer la dépense au fonds général. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à M. Latour pour le point 10.1. Oui, donc offre intermunicipale en loisirs, camp d'été spécialisé. Donc, considérant le chantier de développement de l'enfant et réussite éducative dans le cadre de la démarche Développons la côte, considérant qu'une offre de camp spécialisé a été élaborée et est offerte à tous les enfants et adolescents des municipalités de la côte de Beaupré afin d'augmenter l'offre de services sociaux, académiques et sportifs. Considérant que la ville de Beaupré traiterait les demandes d'inscription au camp d'été spécialisé et enverrait une facture représentant 25% du coût réel d'inscription à la ville de Château-Richer. En conséquence, je propose d'accepter la proposition d'absorber 25% du coût réel des camps offerts par la ville de Beaupré afin que les citoyens de Château-Richer aient accès aux tarifs résidents pour l'inscription au camp spécialisé et d'autoriser le paiement de la facture reliée aux inscriptions au camp d'été spécialisé acheminé par la ville de Beaupré. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 11.1, donc, on dépose le compte-rendu de la réunion du CCU. Et je vais passer la parole à M. Latour pour le point 11.2. Donc, 11.2, demande de dérogation mineure 7990 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande de certificat d'autorisation pour apposer une nouvelle enseigne sur le mur de la façade arrière du dit bâtiment. Considérant que l'emplacement de l'enseigne n'est pas conforme à un article du règlement de zonage. Considérant que le CCU a émis le 20 février dernier un avis favorable pour déroger à l'article 10.11 du règlement de zonage afin de rendre conforme l'emplacement de l'enseigne sur la façade arrière du bâtiment commercial situé à la dite adresse. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la dérogation du dit article du règlement de zonage afin de rendre conforme l'emplacement de l'enseigne sur la façade arrière du bâtiment commercial. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 11.3, M. Latour. Ouais, donc, ça fait suite au 11.2. Installation d'une enseigne apposée sur le mur du bâtiment commercial 7990. Considérant que le requérant soumet une demande de certificat d'autorisation pour apposer une nouvelle enseigne sur le mur de la façade arrière du dit bâtiment. Considérant que le CCU a émis le 20 février dernier un avis favorable en ajoutant les conditions suivantes. Donc, le CCU demande au requérant d'ajouter un cadre en surépaisseur autour du panneau d'affichage afin de donner un relief à l'enseigne par rapport au mur du bâtiment. Le cadre doit être de couleur verte, identique à Alimentation André Lessard et Fils, tel que présenté dans l'esquisse préparée.
Le comité consultatif d'urbanisme demande au requérant de centrer l'enseigne sur la façade arrière du bâtiment commercial. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'installation de la dite enseigne sur le mur du bâtiment commercial situé au 7990 Avenue Royale, compte seulement au respect des commentaires émis par le CCU. Merci. Donc, M. Césaire, d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 11.4, M. Latour? Oui. Donc, rénovation extérieure et aménagement d'une terrasse, 40 montée du parc. Considérant que le requérant soumet une demande de permis pour remplacer une fenêtre par une porte patio sur le mur arrière du bâtiment résidentiel et pour construire une terrasse en cour arrière pour le bâtiment situé à la dite adresse. Considérant que les travaux de rénovation extérieure des bâtiments résidentiels dans le noyau villageois sont assujettis à une approbation du CCU. Considérant que le CCU a émis le 19 mars dernier un avis favorable au projet de rénovation extérieure et à l'aménagement d'une terrasse du bâtiment principal situé à la dite adresse, en ajoutant la condition suivante, l'escalier de la terrasse doit être dans le sens de la profondeur du terrain afin de ne pas être visible de la rue. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le projet de rénovation extérieure et l'aménagement d'une terrasse pour le dit bâtiment, compte seulement au respect de la condition émise par le CCU. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 11.5, M. Martineau? Rénovation extérieure du bâtiment accessoire au 7197 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande de permis pour réaliser des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment accessoire du 7197 Avenue Royale, considérant que les membres du CCU avaient déjà émis des recommandations sur le revêtement extérieur du dit bâtiment accessoire, et que le conseil municipal avait entériné ces recommandations par résolution lors de la séance municipale du 1er août 2022. Considérant que cette demande de permis va à l'encontre de cette dite résolution, considérant que le CCU a émis le 19 mars dernier un avis défavorable pour remplacer le revêtement extérieur en acier par du Canexel, le tout conformant à la recommandation du 19 juillet 2022, en conséquence, je propose que le conseil municipal refuse le remplacement du revêtement extérieur en acier par du Canexel pour le bâtiment accessoire, le tout conformément à la recommandation du 19 juillet 2022. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à M. Latour pour le point 11.6. On demande à M. Éric de sortir. M. Martineau se retire parce que ça concerne sa résidence. D'accord. Donc, il est parti. Oui, réparation extérieure du bâtiment accessoire 8352 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande de permis pour remplacer la porte de garage du bâtiment accessoire situé à la dite adresse, considérant que c'est un bâtiment accessoire, un bâtiment principal à intérêt patrimonial de l'inventaire de la MRC de la Côte de Beaupré. Considérant que le CCU a émis le 19 mars dernier un avis favorable pour le remplacement de la porte de garage par 2 fenêtres identiques aux autres fenêtres du bâtiment accessoire. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le remplacement de la porte de garage par les 2 fenêtres identiques aux autres fenêtres du bâtiment. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 11.7. On va attendre M. Martineau. J'en viens d'un bon pas. On a accepté. Donc, voilà. Point 11.7. Rénovation extérieure du bâtiment accessoire au 7022 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande de permis pour enlever le revêtement de vinyle du bâtiment accessoire situé au 7022 Avenue Royale, considérant que le CCU a émis le 19 mars dernier un avis favorable pour le retrait du vinyle et la conservation du revêtement d'origine en bois du bâtiment accessoire situé au 7022 Avenue Royale, tel que présenté par le requérant. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le retrait du vinyle et la conservation du revêtement d'origine en bois du bâtiment accessoire situé au 7022 Avenue Royale. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 12.1, c'est le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence. Un petit peu. 11.8. Il reste 11.8. Oh. À monsieur. Excusez-moi. Martin. Excusez-moi. Page 12. C'est beau. Excusez-moi. 11.8, M. Martineau.
Ajout d'un bâtiment accessoire au 71-68 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet des nouveaux plans de construction pour le nouveau garage isolé au 71-68 Avenue Royale, considérant que les membres du CCU ont émis un avis défavorable pour la première version du projet, présenté par le requérant lors de la réunion du 20 février 2024, considérant que le requérant a modifié son projet à la suite des recommandations du CCU du 20 février 2024, considérant que le CCU a émis le 19 mars dernier un avis favorable pour la version modifiée du projet de construction du garage isolé. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le projet de construction du garage isolé au 71-68 Avenue Royale. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes vraiment rendus au point 12.1. Donc, il y a le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et les contributions du Québec pour 2024-2028. Donc, c'est une négociation entre le gouvernement du Québec et du Canada. Donc, c'est une résolution qu'on vote là, pour aller chercher plus de subventions au niveau de la TEC, qui est une taxe qui nous est donnée, là, qui nous est offerte, là, qui provient de la taxe sur l'essence. C'est avec ces subventions-là qu'on réussit à faire des grands projets, là, comme on a fait là, dernièrement, là, qu'on va faire ce printemps là, pour la réfection de la rue de l'Église, la rue Pichette et la rue du Couvent. Donc, ces sommes d'argent-là sont importantes, puis on veut que les augmentations, on veut que notre rapport soit plus importante. Et il y a des discussions qui se font présentement là, avec le gouvernement et la FQM à ce sujet-là. Donc, je propose en réalité que la Ville de Château-Richer demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, de la TEC, pour la période du 1er janvier 24 au mois de décembre 28, de doubler les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une indexation de 3,5 % de l'enveloppe pour la durée de l'entente, de n'ajouter aucune réédition de compte obligatoire, obligation ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme et de permettre le financement de projets bâtiments municipaux et des ouvrages de rétention dans les travaux admissibles. Puis on veut qu'une copie de tout ça soit remise en réalité au ministère des Finances, donc à M. Girard aux affaires municipales, Mme Laforêt, au ministre des Finances du Canada, donc l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement et de l'Infrastructure des collectivités du Canada, l'honorable Sam Fraser et la députée de Beauport, Côte-de-Beaupré, Mme Caroline Desbiens, et la députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Mme Karianne Bourassa, et à la Fédération québécoise des municipalités et à la Fédération canadienne des municipalités. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 12.2, je vais passer la parole à Mme Lefrançois. Oui, alors, considérant que la Ville de Château-Richer est en présence d'une demande de commandite provenant du Grand Défi Pierre Lavoie au montant de 500 $, le Grand Défi Pierre Lavoie désire faire la promotion de saines habitudes de vie et permettre aux jeunes de mettre en place des mécanismes qui en favorisent l'adoption. Alors, considérant que les fonds amassés de plus seront remis à l'école primaire de la Châtelaine afin que les élèves puissent prendre part à des activités sportives ou acheter du matériel sportif, je propose que le conseil municipal accorde un montant de 500 $ au Grand Défi Pierre Lavoie. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 12.3, M. Roberge. Merci, M. le maire. Donc, 12.3, programme d'aide à la voirie locale, volet réfection des ouvrages d'ordre municipaux, dépôt d'un projet pour la reconstruction d'un mur. Donc, attendu que la Ville de Château-Richer a pris connaissance des modalités d'application du volet réfection des ouvrages d'ordre municipaux du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, et s'engage à les respecter. Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent une structure dont l'entretien est sous la responsabilité de la Ville, soit le mur 11103, situé en bordure de l'avenue Royale à Château-Richer. Donc, c'est le mur qui retient la côte à partir de la rue du Petit-Pré en s'en allant vers l'Ange-Gardien. Donc, c'est ce mur-là dont on parle. Attendu qu'une inspection générale du mur a été effectuée le 2 juin 2021 par le ministère des Transports et qu'à la suite de cette inspection, une lettre a été transmise à la Ville par courrier électronique en mai 2022 afin de l'informer des constats faits lors de cette inspection et des mesures correctives recommandées. Attendu que plusieurs déficiences ont été relevées lors de l'inspection
et que la reconstruction du mur est recommandée par le ministère afin de corriger les déficiences de matériaux et la problématique de comportement du mur. Attendu que la Ville s'engage à aller en appel d'offres et à faire réaliser les travaux lorsque les plans lui seront remis. Attendu que la chargée de projet de la Ville, Mme Lavigne, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier, je propose que le Conseil de la Ville de Château-Richer autorise la présentation de demandes d'aide financière pour les travaux admissibles qui confirme son engagement à réaliser ces travaux selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect, l'aide financière sera résiliée et certifie que Mme Lavigne est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet effet avec la ministre des Transports. Merci. Donc, cette aide financière-là, finalement, c'est une aide financière qui est couverte à 100%. Cette aide financière, c'est une enveloppe particulière qui existe et on dépose la demande là, pour être éligible à cette aide financière-là qui va être disponible à partir probablement du mois d'avril 2025, à peu près dans ces dates-là. Donc, on s'y prend un peu d'avance parce qu'on veut être un premier à faire la demande. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 12.4, Madame Lefrançois. Oui. Alors, l'adoption d'une politique de dons et commandites pour la Ville de Château-Richer. Alors, considérant les nombreuses demandes de dons et commandites reçues à la Ville, considérant qu'il y a lieu d'adopter une politique afin d'établir un cadre, un lien avec la vision et la mission de la Ville pour être en mesure de déterminer la recevabilité d'une demande de dons et de commandites, considérant que la Ville de Château-Richer doit s'assurer d'être équitable et juste vis-à-vis des différentes demandes de dons ou commandites, considérant que le projet de politique dons et commandites a été présenté au Conseil municipal, considérant que le Conseil est en accord avec cette politique, je propose d'adopter la politique de dons et commandites de la Ville de Château-Richer. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, correspondance. Nous avons reçu aucune correspondance. On n'a pas ajouté de points au point 14 à Varia. Donc, nous sommes rendus à la deuxième partie de la période de questions. Pour ceux et celles qui ont des questions. Raymond Le Tarte. C'est concernant le point 12.3, la réflexion du mur. C'est sûr, le mur est en ciment. Est-ce qu'on va être informé, les gens du milieu? Est-ce que ça va rencontrer un peu le patrimoine du Petit-Pré? Parce qu'on sait qu'en face de la rue du Petit-Pré, il y a quelques années, le mur a été défait. Il était en pierre, tout ça, ils ont déboisé, tout ça, pour mettre un cap à nu, là, sans reboisement. Ça va être quoi, le projet? Avez-vous une idée du projet? Là, présentement, il y a une réflexion à faire, puis il y avait des réparations à faire parce que le mur... on voit qu'il est craqueux. Là, bon, il y a une durée de vie. Là, il y a de l'âge. Il n'est pas rendu à sa fin, mais il y a une durée de vie. Puis au début, les discussions qu'on avait eues avec eux autres, c'était ils couvraient à 67%. Mais là, on a eu du courrier dernièrement, puis là, il y a un nouveau programme qui s'appelle AR, là, donc qui fait en sorte qu'on pourrait être couvert à 100%. Donc, c'est pour ça qu'on offre notre chose. Une fois qu'on va être éligible, on va s'enligner vers ça. Là, il va y avoir des tractations avec le ministère, puis on va regarder au fur et à mesure. Puis une évaluation va être faite là, de comment ça va être fait, qu'est-ce qu'il y a à faire exactement, là, avec des plans de vie qui vont devoir être faits. C'est à ce moment-là qu'on va être capable de répondre le plus. On va être en mesure de vous répondre pour vous dire de quelle manière ça va être fait. Là. Parce que nous autres, à chaque année, ils viennent le vérifier. Oui. Puis selon les communications qu'on a eues avec les gens qui viennent faire l'évaluation, c'est qu'ils s'en vont sur le principe là, en face du moulin du Petit-Pré, en face de la rue du Petit-Pré. Ça fait que là, il faudrait peut-être faire attention au milieu avant je comprends qu'il faut qu'il soit refait, mais il faudrait qu'il respecte un peu le cadre du milieu. On va s'assurer de faire les choses dans les règles de l'art. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions au niveau du Zoom? Oui. Donc, M. Rénal Boulanger, dossier Parc Canin, c'est une deuxième question. Donc, un manquement aux règles à suivre pourrait faire l'objet d'un signalement à la Sûreté du Québec et entraîner l'expulsion définitive de la personne fautive. Après plusieurs centaines de plaintes, des rencontres citoyennes, etc., est-ce que la Ville a déjà sévi contre un utilisateur fautif? Est-ce qu'on a sévi? La réponse est non. Est-ce qu'on a informé les gens, on a sensibilisé les gens à respecter les règles? La réponse est oui, plus d'une fois. Donc, je pense qu'avant de sévir, on doit informer les gens, puis on doit les sensibiliser. Puis les gens, des fois, ils font des... Mettons, ils ont utilisé des fois le parc canin
à des heures qui n'étaient pas permis, puis disons qu'ils n'avaient pas réalisé qu'ils avaient dépassé l'heure. Donc, on demande aux gens de vraiment s'assurer là, que les règlements soient faits pour s'assurer d'une quiétude, puis que tout le monde puisse, bénéficier du parc et en même temps de respecter l'environnement. Et on avait demandé à l'époque aussi à la présidente du Parc Canin d'en informer les gens, sinon ben, on allait changer les heures, on était encore plus restrictif, considérant que les gens débordent des fois. Là. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites, mais pour l'instant, on fait de la sensibilisation. Je pense que les gens, une fois qu'on leur explique l'importance de respecter, les gens réalisent qu'ils ont intérêt à le faire. Là. Il me demandait comme une dernière petite question. Est-ce que le parc canin est un service essentiel pour la ville de Château-Richer? Pour les citoyens qui l'utilisent, c'est un parc qui est plus qu'essentiel. Donc, oui, puis il a été fait aussi, ce parc-là, à partir d'un projet citoyen. Donc, c'est les citoyens qui l'ont demandé. Ça faisait partie d'un projet qui avait fait l'objet d'une étude, d'une évaluation, puis qui avait ressorti comme étant une priorité pour eux autres. Et c'est un engagement de l'ancienne équipe qu'on tient à respecter nous aussi. Là, puis le parc, effectivement, c'est un besoin. Merci. J'ai deux autres questions, je ne sais pas si... Deux questions de... deux autres questions sur le zone. C'est bon. De M. Jimmy Saint-Hilaire. Donc, Ouais. M. Poulotte, pourquoi un contrat gré à gré pour le traçage des lignes? N'aurons-nous pas eu un meilleur prix avec les soumissions? On n'aurait pas eu de meilleur prix de soumission parce qu'on connaît le marché un peu, puis on sait comment que les autres chargent. L'an passé, on a regardé, on a été en appel d'offres, puis c'est cette entreprise-là qui se démarquait de loin. Et on a regardé cette année un peu qu'est-ce qui était fait ailleurs, puis c'était encore cette entreprise-là qui se démarquait. Et puis, contrairement à l'année passée, on a eu à faire des fois le traçage très tard en juin. Là, on voulait pas prendre de chance, mais on voulait que le traçage soit fait là, dès que les rues vont être nettoyées là, après les dernières chutes de neige. Puis il y a un montant minimum, là, on n'est pas obligé d'aller en appel d'offres non plus. On a suivi les règles. Là. Puis une deuxième question. Il me semble que les lignes disparaissent vraiment vite. Il n'y en a plus du tout sur Saint-Achille, entre autres. Nous pourrions pas utiliser le même type de peinture que le MTQ, qui, eux, leurs lignes durent plus longtemps qu'une année et en même temps sauver de l'argent, car nous n'aurions pas à les faire à toutes les années. Pour vrai, on dirait que nos lignes sont faites avec de la peinture à eau. On va vérifier ça. Il y a peut-être une raison d'écologie, des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire, mais on va vérifier effectivement. Nous aussi, on l'a remarqué là, que ça partait vite, mais c'est une bonne question, mais on va évaluer ça. Merci. On a une autre question aussi à l'interne. Oui, bonjour. Louis Pinchot. Je voudrais revenir sur l'intervention et la question posée par Raymond. La réfection du mur, si vous voulez prendre votre téléphone puis regarder la différence entre la bordure de l'avenue Royale en face de la rue du Petit-Pré, là où le mur a été démoli sauvagement il y a 2 ans, et la portion de l'avenue Royale où le mur existe encore et qui doit être fait, et je crains fort qu'il va tout simplement être démoli. La différence que ça fait, c'est que devant la rue du Petit-Pré, on a un talus dénudé, on a coupé beaucoup d'arbres, et ça change complètement le paysage le long de l'avenue Royale, alors que là où il y a un muret au bas du talus, ça retient la terre et il y a des arbres beaucoup plus proches de l'avenue Royale. Alors, il faudrait peut-être évaluer comme il faut avant de choisir. Probablement la solution la moins onéreuse, c'est de défaire le mur, raser, enlever des arbres, faire un talus. Mais ça change complètement le paysage et ça le change pour toujours. Alors, quand on parle du respect du patrimoine et de l'aspect patrimonial de l'avenue Royale en particulier, son couvert d'arbres, là, c'est majeur. Alors, j'aimerais ça que ce soit considéré avec la plus grande attention. Ça va l'être. Merci. Ça va? Pas d'autres questions? Donc, ceci met fin à la période de questions. Donc, nous sommes rendus au point 16, qui est la levée de l'Assemblée. Donc, considérant que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés, donc j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je vais proposer. Donc, Mme Christine Plot propose que la séance soit levée. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Merci. Bonne fin de soirée.